Dans cet épisode, j'accueille Laurent De Smet pour aborder un sujet crucial pour la plupart des commerciaux. Comment devenir un meilleur closer? La vente est un cycle et on juge la performance des commerciaux par leur capacité à closer ce cycle pour aboutir à une vente. On va donc voir la différence entre closer et conclure. On va voir également pourquoi, en tant que commerciaux, on peut être en difficulté pour closer. Laurent va nous donner ses conseils pour faciliter et favoriser le closing. Et nous allons voir aussi comment maintenir un lien permanent avec son client et éviter de le perdre. Si vous voulez vous améliorer dans votre closing, il n'y a pas 36 solutions. Entraînez-vous, enregistrez vos rendez-vous, débriefez-les avec un coach ou votre manager. Vous verrez alors votre progression s'améliorer au fur et à mesure. Avec Vive, nous sommes là pour vous aider avec la première plateforme de vidéo coaching dédiée aux commerciaux. Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode Les Héros de la Vente. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Laurent De Smet. Laurent, bonjour. Bonjour. Alors Laurent, certains te connaissent comme le Dr Sale sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu peux te présenter aux autres auditeurs qui ne te connaissent pas? Bah écoute, avec grand plaisir. D'abord, merci de m'inviter sur ton podcast, Alexandre. Bah écoute, oui, Dr Sales, c'est un titre qui me va plutôt bien que je ne sois évidemment pas médecin, mais mon rôle est de faire aimer la vente à un maximum de monde dans les entreprises en tant que métier, et aussi de faire aimer la vente à des gens qui doivent la pratiquer dans leur vie de tous les jours, bien qu'ils ne soient pas vendeurs. Donc voilà, moi je travaille en formation, en coaching et en accompagnement de commerciaux de terrain, en B2B, B2C, mais aussi de porteurs de projets. Voilà, j'estime que la vente, c'est non seulement c'est un super métier, puis c'est une super compétence qu'on doit tous exercer à un moment donné dans sa vie. Et voilà. Et moi, je n'ai pas juste envie d'apprendre des techniques de vente aux gens, j'ai surtout envie de leur apprendre à tomber amoureux de ce métier-là. Voilà. Très bien, bah ça tombe bien, on est au bon Bah endroit oui. pour parler de vente. Alors, et Laurent, tu n'as pas dit, mais tu as la particularité d'être basé en Belgique, c'est ça? Oui, alors comme mon accent me trahit assez peu, mais mon nom de famille, par contre, me trahit beaucoup. Oui, je suis belge, mais je suis très francophile. Toute ma carrière professionnelle s'est faite avec des boîtes françaises. J'ai passé énormément de temps en France, et j'ai d'ailleurs habité 5 ans en plein Montmartre pour un de mes employeurs. Donc voilà, je suis presque assimilé. Alors même si ça fait toujours mal aux Belges d'entendre ça, je suis très amoureux de mon pays, mais je suis très francophile et très amoureux de la francophonie. Ouais, c'est vrai qu'on n'entend pas du tout l'accent. Alors en fait, non, c'est parce que tu penses que je n'ai pas d'accent, mais la plupart des Belges trouvent que j'ai un accent français. Tu Ah vois, oui, c'est d'accord. toujours une question de point de vue. Ouais, c'est ça, c'est ça. Bon, ben écoute, tu nous feras un accent belge pour la fin de l'épisode. D'accord, si vous êtes ça, je vous ferai rester jusqu'au bout, je vous ferai l'accent belge, le vrai, fait par un Belge. Voilà. Bon, bah écoute, super Laurent. Alors aujourd'hui, tu voulais nous parler d'un sujet qui tracasse ou en tout cas qui questionne beaucoup de commerciaux. C'est le sujet du closing et notamment comment devenir un meilleur closer. Donc on va essayer de donner aux auditeurs des tips, de dresser un peu un état de la situation. Pourquoi c'est quelque chose qui n'est pas évident, pas naturel. D'abord, première question, pourquoi tu voulais aborder ce sujet? Bah parce que j'ai un peu regardé tous les nombreux épisodes que tu as déjà fait. Il fallait que je trouve aussi une petite place, un sujet intéressant à amener sans être redondant. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que c'est un vrai sujet pour les commerciaux. C'est probablement, tu vois, c'est au pied du mur qu'on reconnaît mieux le maçon. Bah là, c'est au pied du closing qu'on voit mieux le commercial. C'est à ce moment-là qu'on doit arriver à travailler sur quelque chose qui est en même temps un peu technique, mais en même temps très émotionnel. Et c'est souvent ce qui est, à mon sens, et dans tous les accompagnements que je fais, le plus mal maîtrisé par les commerciaux, de façon tout à fait logique d'ailleurs, parce qu'il y a plein de raisons à ça. Mais c'est là où on voit vraiment la différence entre les performeurs, les gens qui font vraiment une belle performance commerciale, ceux qui ont cette espèce de persistance, de niaque, qui arrivent à passer outre, et ceux qui vont de façon gentille, douce et très respectueuse, un peu passer la main, un peu procrastiner ce moment confrontant
pour se mettre à envoyer des devis et à relancer après et finalement pas se rendre service à moyen et long terme. Donc c'est un vrai sujet et c'est là où effectivement tu vois la différence entre quelqu'un qui est un démonstrateur de produits, un distributeur de produits ou de services et quelqu'un qui est pour moi, un véritable vendeur, un véritable commercial. Ouais. Alors, c'est vrai que j'avais vu une stat, 80% des commerciaux sont à l'aise avec la prospection, mais j'ai pas vu de stat sur le closing. Tu as l'impression, quand tu regardes les réseaux sociaux, que ce qui est en vogue aujourd'hui, c'est toutes les solutions d'automatisation de la prospection. Mais tu as beau être bon en prospection, avoir des rendez-vous, remplir ton pipe de lead, comme on dit dans le jargon, si à un moment donné tu ne closes pas, tout ça, c'est des efforts en vain. Ça sert à rien. Et ce qui est très beau dans ce que tu dis, c'est que l'engouement qu'il y a pour l'instant sur l'automatisation de la prospection, c'est très intéressant parce que de nouveau, tu vois, c'est une mise à distance quelque part de la prospection à la mano. Ouais. La prospection humaine où tu dois décrocher un téléphone qui est toujours un peu lourd et faire un numéro de téléphone et avoir une vraie voix humaine de l'autre côté. Je suis entièrement pour l'idée de réchauffer la prospection par l'utilisation stratégique des réseaux sociaux, de sa marque personnelle, de devenir un leader d'opinion. Voilà, tout ça, c'est des choses qui sont très belles. J'ai beaucoup plus de mal avec l'idée de l'automatisation parce que là, effectivement, on va lancer des stratégies machinales qui vont ramener du lead, abattre du prospect, essayer de détecter le bon moment pour les appeler. Mais à un moment donné, il faut les appeler. Et donc, il y a un truc qui est très difficile à automatiser, c'est le closing. C'est le closing et on va parler de closing et de conclusion, mais c'est cette capacité que j'ai à faire adhérer, à dépasser les freins et les barrières de l'autre pour le faire s'engager concrètement dans l'acte d'achat, c'est quelque chose qui est difficilement automatisable. Tu peux pas te mettre à distance de ça. Et le paradoxe là-dedans, c'est que le client, en même temps, il a toute une partie émotionnelle qui a envie de se dégager de ça aussi, et d'un autre côté, il a besoin de toi, il a presque envie quelque part que tu l'aides à dépasser ça aussi. Et ça, pour l'instant, je ne vois pas de machine capable d'amener un véritable closing, si ce n'est effectivement des trucs qui vont jouer avec l'envie d'adhérer à une promo. Quand tu regardes les tunnels de vente comme ils sont fabriqués aujourd'hui et qui commencent à être de plus en plus dépassés parce que tout le monde a vu ça, ben c'est des techniques de closing en fait. C'est réduire le délai, c'est augmenter la valeur de la promotion, c'est jouer sur la version à la perte parce qu'on te dit si vous signez pas dans les 2 heures, vous ne pourrez pas avoir votre formation à 95 € alors qu'elle vaut 3500 €. Tout ça sont des petites techniques de closing qui sont assez automatisées, mais pour moi, c'est de l'ordre du jeu et c'est bien pour du B2C, mais quand tu es en B2B et que tu es face à des acheteurs, il y a un moment donné, il faut déployer des trésors de volonté humaine pour les faire aboutir. Et c'est là qu'on voit vraiment la différence entre les bons ou ceux qui vont se réfugier derrière le fait de refixer un rendez-vous plus tard ou d'envoyer du papier ou du mail pour se dégager de cette tension-là, quoi. Et ça, Ouais, c'est pas automatisable. ouais, exactement. Alors tu nous as dit closer, c'est lever les freins. Est-ce qu'on garde cette définition ou tu as quelque chose à ajouter là-dessus où il y a Bah, d'autres éléments, j'imagine, dans le closing? d'abord, on va devoir différencier deux termes qui sont souvent confondus, qui sont le closing et la conclusion. Ok, oui, c'est Et vrai, pour toi tu fais le distinguo, ouais. Ouais, c'est important, c'est important de comprendre les choses. Moi, la conclusion d'une vente, c'est une étape d'un processus commercial. Alors que tu l'aies étudié en 5 étapes, en 7 étapes, en 9 étapes, la conclusion, c'est en général l'avant-dernière étape. La dernière étape étant la fidélisation, le suivi et ce que tu veux. Et la conclusion, c'est quelque chose qui va se produire normalement après une soutenance, après une phase d'argumentation, de proposition. À partir du moment où tu as récupéré l'accord sur la pertinence de la proposition que tu amènes au client, eh bien, la conclusion, c'est obtenir son accord et puis mettre ça en action. D'accord. Donc, à partir du moment où je t'ai proposé un bon produit, un bon service qui correspond aux attentes que j'ai pu détecter avec toi, je te pose une question très simple qui est, Alexandre, est-ce que ça te convient? Est-ce que c'est vraiment ce que tu recherchais? Est-ce que c'est ce que tu souhaites ou ça te botte, ça te plaît? Tu remarqueras que c'est toutes des questions là fermées, c'est des questions fermées de validation. Et donc, si tu me réponds oui, bah, très rapidement, je vais embrayer par quelque chose qui est très simple à dire, qui est de dire bon, on y va, on commence, on attaque. Pour quand tu veux être livré, pour quand tu veux que ça se passe. Et là, c'est une question fermée
d'action. Donc, on est vraiment on n'est plus dans la décision elle est prise. Il reste à mettre en œuvre. Et une vraie bonne capacité à conclure, c'est évidemment pas sortir son stylo, le papier et dire voilà, signé en bas du devis ou signé en bas de l'offre et appuyer bien fort, il y a un carbone, parce que ça, c'est malheureusement ce que le commercial lui-même considère comme l'aboutissement de sa vente, mais c'est pas du tout ce que le client est venu acheter. Si j'ai envie de faire une bonne conclusion avec toi, je vais dire bon bah Alexandre, la formation que tu es venu m'acheter, elle est destinée à tes commerciaux. Pour quand tu veux que tes commerciaux commencent à en voir les fruits? Tu me dis bah écoute, ce serait bien qu'à la rentrée, ils commencent à être super compétents, ils ramènent du chiffre. Je dis très bien, la rentrée pour toi c'est quand? Le 15 septembre. Et si c'est à partir du 15 septembre que tu veux qu'il soit bon, il faut qu'on ait terminé le training pour au moins le 10 septembre avec des mises en situation. Il faut que j'ai pu leur donner l'information avant, les accompagner avant sur le terrain. Et donc, je vais te donner un planning. Et une fois que tu seras d'accord sur ce planning qui vise ton propre intérêt, qui est des commerciaux performants, je te dirai à ce moment-là, il n'y a plus qu'à valider la proposition. Il n'y a plus qu'à rajouter ton gris-gris en bas éventuellement du document administratif qui va sceller notre accord. Ça, pour moi, c'est une conclusion. C'est passer de l'envie à l'acte. Et c'est juste une étape de la vente qui est plus ou moins bien maîtrisée par les commerciaux. Le closing, par contre, c'est une attitude. Le closing, c'est ma capacité, alors j'aime bien ce que tu as dit, lever les freins, mais c'est ma capacité à t'engager tout le temps pendant le processus de vente, tout le temps pendant le processus commercial. Et ça, c'est effectivement pas donné à tout le monde. Le closing, c'est l'attitude qui va te permettre dès les toutes premières phases de la vente, même peut-être parfois même les tout premiers contacts, à comment dire, je vais pas te dire t'enferrer parce que ça a l'air d'être un peu manipulateur, mais te faire avancer en cohérence et fermer derrière toi effectivement des verrous qui font que tu t'engages à chaque étape de plus en plus vers la conclusion harmonieuse, quoi. Et le drame aujourd'hui, c'est d'avoir des gens qui ne closent pas et donc ils sont obligés de mettre des efforts de sagouin sur la conclusion, tu vois. Comme ils ne closent pas au fur et à mesure de tout le parcours, ils se retrouvent à un moment où ils n'ont pas pris de température, ils n'ont pas pris d'engagement, ils n'ont pas essayé de faire avancer le client dans son process, et ils se retrouvent au pied du mur à devoir soit éviter de devoir poser la question parce qu'ils savent qu'ils vont prendre un non et ils ont peur, soit au contraire à devoir forcer la clôture, forcer la conclusion, et effectivement à ce moment-là on obtient des choses qui ne sont pas super clean. Donc, tu vois, la différence, elle est importante à comprendre. On fait toujours une conclusion de la vente, évidemment, mais les bons vendeurs sont non seulement des gens qui sont capables de conclure au bon moment, mais ils closent tout le temps. Et on revient au bon vieil adage, même si je déteste cette scène du film de Glengarry Ross, Always be closing, ABC. En fait, il a fondamentalement raison sur ça, en tout cas. La vente, c'est pas juste proposer, démontrer, c'est toujours obtenir une validation, un accord ou une posture qui fait que ton client s'engage dans le processus, quoi. C'est ça la vente. Ouais. Et alors, tu as parlé de plusieurs choses. Je vais revenir sur des choses dont tu as parlé. Tu nous as parlé des questions fermées, de leur importance dans la conclusion. C'est vrai qu'on a eu plusieurs épisodes sur l'importance de poser des questions et notamment de poser des questions ouvertes. Ouais. Et ça, c'est intéressant de dire oui, mais à un moment donné, il va falloir que tu poses des questions fermées justement pour engager ton client. Ce Alors, que tu nous as dit. Ouais, c'est ça le plus beau, c'est qu'en fait, comme d'habitude, tu as les gens qui instinctivement font tout à l'envers. Ils vont essayer de te poser des questions fermées pendant une phase de découverte parce qu'en fait, ils ne t'écoutent pas, ils essaient juste de déclencher chez toi les bons mots-clés qui vont t'amener au produit. Ils vont essayer de chercher le marchepied. Je dis toujours, quand tu écoutes des commerciaux en training, en jeu de rôle, ils disent « Ah oui, j'ai posé vachement de questions ouvertes. » J'ai dit « Ok, mais est-ce que tu comprends pourquoi tu les as posées ?» Et en fait, dès que tu te retrouves à poser des questions ouvertes, c'est parce que tu as une idée préconçue. Tu es déjà en train de penser à la solution au lieu d'écouter ton client. Tu es déjà en train d'essayer de valider ta supposition. Okay, donc ça va donner des questions fermées. Et d'ailleurs, pardonne-moi ma trivialité, je leur dis, si c'est des questions qui sont basées sur une supposition, c'est en fait des questions suppositoires. Tu sais à peu près où tu peux te les mettre, ça va pas faire avancer beaucoup les choses. Donc ça, c'est le drame, c'est apprendre les commerciaux à lâcher un peu leurs produits pendant la phase de découverte et à embrasser le client dans sa globalité, à essayer de le comprendre et à essayer vraiment de l'écouter profondément pour recueillir tous les éléments dont on a besoin pour construire sa propale. Voilà, et ça, c'est déjà difficile. Mais alors, le plus drôle, c'est qu'une fois qu'ils ont terminé une bonne argumentation, où là, ils devraient poser une bonne question fermée de validation pour savoir si l'intérêt est là et si ça correspond bien aux attentes du client, qu'est-ce qu'ils font ? Là, ils posent une question ouverte. La pire de toutes, qui étant, qu'est-ce que vous en pensez ?
Là, je viens de te faire une démonstration tonitruante de l'efficacité des solutions que je t'amène après avoir bien sondé tes besoins. Et puis, fier de mon coup, je vais te dire, alors, Alexandre, qu'est-ce que vous pensez de ma solution? Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais réveiller ton gros cerveau cortical qui est là pour produire de l'analyse. Et qui est peut-être très intelligent et très intéressant à ce niveau-là, mais le seul problème, c'est que c'est pas lui qui va te permettre d'avancer. C'est pas lui qui va me permettre de t'engager vers la solution que tu veux. Et donc, quand tu sollicites ce cerveau-là à ce moment-là, tu sollicites une re-réflexion sur la pertinence de ton argumentation et pas du tout tout le reste de ton appareil décisionnel qui devrait te faire avancer dans la vente. Donc, effectivement, oui, des bonnes questions ouvertes, et pas que d'ailleurs, mais des bonnes questions ouvertes avec une vraie page blanche dans la phase de découverte, c'est hyper essentiel. Mais quand on veut récupérer le lead sur la transaction et l'amener jusqu'à son accomplissement, eh bien, à des moments, il faudra poser des questions fermées de validation et d'action. Donc voilà, premier conseil pour devenir meilleur closer, engagez votre client avec des questions fermées une fois que vous avez fait la découverte des besoins. Ça permet de passer effectivement aux prochaines étapes. Ah mais tu es entièrement raison, parce que même dans la phase, quand tu termines une phase de découverte des besoins, qui doit être à mon sens basée sur des questions ouvertes et des questions plus puissantes, relationnelles, qui engagent l'autre à parler, mais déjà à la fin de cette phase de découverte, si tu fais une bonne reformulation, validation, tu es déjà en train de poser une question fermée. Si je te dis, en gros, Alexandre, ce que tu souhaites, c'est tout ça, tout ça, tout ça, dans tel délai, avec tel objectif et ainsi de suite, est-ce qu'on est bien OK là-dessus? Bah, c'est déjà rien que ça, c'est déjà une question fermée. Et c'est déjà un élément de closing. Parce que cette reformulation validation dans le schéma, c'est un des N cadenas qui permettent de faire avancer le closing. C'est pour ça que je suis hyper rigoureux là-dessus. Et même si ça a l'air scolaire, en fait, c'est essentiel, cette phase de reformulation-validation. Si tu ne valides pas ta reformulation, tu perds un élément de closing et de cohérence. Et en plus, bah, tu n'as pas le feedback nécessaire de ton client pour savoir si ce que tu vas argumenter correspond vraiment à ce qu'il souhaite. Et donc, tu te prives d'une force et d'une puissance incroyable. Et après, évidemment, si tu as mal validé ça et que tu n'as pas détecté qu'il y a des choses qui n'étaient pas dites dans cette phase de découverte, tu vas te retrouver en train de galérer comme un fou dans les objections par la suite. Parce que tout ce qui n'est pas édicté comme besoin dans la phase de découverte, mais qui reste présent dans le cerveau du client, va devenir ensuite un oui mais plus objection derrière, sur lequel tu vas devoir aller effectivement rétro-pédaler et galérer. Ouais. Et tu as parlé d'une autre chose aussi sur laquelle je voulais revenir, c'est tu as parlé du timing, c'est-à-dire de poser la question de quand le prospect veut enclencher la prochaine action. Et ça aussi, sans doute, c'est quelque chose peut-être à travailler, c'est rester un peu maître du temps tout en comprenant c'est quoi le timing de son interlocuteur pour pas rester dans le flou justement de bon, j'ai raccroché avec mon prospect, il est intéressé, mais en fait, je ne sais pas s'il est intéressé maintenant, pendant 3 mois, dans 6 mois, dans 3 ans. Tu sais, le drame aujourd'hui, et encore une fois, j'en veux absolument pas aux vendeurs et aux commerciaux, c'est pas de leur faute, c'est lié à la financiarisation des entreprises à outrance. Le seul timing que le commercial est engagé à regarder, c'est le sien, c'est sa montre, c'est son trimestre, c'est ses objectifs, c'est son mois, c'est son pipe, et ainsi de suite. Or, le problème, c'est que quand tu essaies de piloter un client avec ta propre montre, tu n'aboutis à rien. Le commercial, il doit avoir les yeux sur la montre du client. C'est pour ça que j'aime bien, je pense que c'est une notion que j'ai chopée dans Predictable Revenue, qui est un bouquin que j'aime beaucoup, qui parle de construire le success plan du client. Ce que tu vends en fait à un client, c'est pas un produit ou un service, c'est un success plan. Et donc, si tu te dis que ce que je dois lui vendre, c'est un success plan, bah, tu t'intéresses d'abord à savoir ce que c'est que son succès. Qu'est-ce qui sera pour vous une réussite à terme dans notre deal? Tu vois, quand je fais une conférence, par exemple, il y a un moment que j'adore, c'est quand tu as une salle un peu chaude, qu'elle soit de 20 ou 200 personnes, tu leur dis un vendeur, ça veut. Alors les gens disent vendre, alors tu dis allez, un peu plus fort, un vendeur, ça veut vendre. Et puis à ce moment-là, tu dis et un acheteur, ça veut. Et là, ils font tous acheter. Je dis bah non, un acheteur, ça veut pas acheter. Un vendeur, ça veut vendre parce que pour lui, c'est l'aboutissement de son métier. C'est là qu'il a son shot de dopamine et qu'il est content parce qu'il a le sentiment d'avoir fait son travail. Mais le problème, c'est que l'acheteur, il ne veut pas acheter. L'achat, c'est juste un mal nécessaire pour obtenir un bénéfice après, pour obtenir le produit du produit, pour obtenir la jouissance de ce qu'il aura acheté. Personne n'est content. Le vendeur, il est content à l'idée d'avoir vendu une télé à 2000 balles, mais l'acheteur, au moment où il paye, au moment où la vente est conclue, il n'a pas de plaisir à payer 2000 euros. C'est une perte. Il aura du plaisir le soir avec ses gamins à déballer sa télé et les émerveiller. Et le vendeur qui a pigé ça et qui se met au service du success plan de son client a tout compris.
Et là, ils changent de timing. Ils commencent à s'intéresser à ça et bizarrement, ça le rend non seulement plus convaincant, mais capable de l'amener à une meilleure conclusion de la vente parce qu'au lieu de te faire signer ou de te faire payer ce qui va être mon objectif transactionnel, je vais essayer de mettre en ordre toutes les étapes dont tu as besoin pour pouvoir, toi, jouir du produit ou du service que tu as acheté. Et là, pour moi, je suis un super vendeur. Et donc ça sera peut-être notre deuxième conseil du jour, hein, quand on veut être meilleur closer, c'est peut-être d'être attentif à la timeline de son prospect et d'être en accord avec lui là-dessus. Écoute, moi, la meilleure métaphore que j'utilise en permanence avec mes commerciaux, je dis mais, c'est affectif, hein, c'est pas les miens, mais je travaille tellement souvent avec eux que voilà, c'est un vrai bonheur. C'est de leur dire que la meilleure voiture de fonction de la force de vente, c'est la DeLorean de Retour vers le futur. Et qu'à partir du moment où tu comprends que tu as ce pouvoir-là, que tu as cette bagnole-là et qu'elle te sert tous les jours à faire les ventes, eh bien, tu comprends qu'en fait, ton rôle, c'est faire rentrer le client dans la machine à voyager dans le temps, dans la voiture à aller dans le futur, de l'amener non pas au moment où toi, tu as fait ta vente, mais au moment où il est dans la jouissance totale du produit ou du service que tu vas lui proposer, ok, de lui laisser définir ça le mieux possible, en termes d'idéal, qu'il le visualise. Et on sait aujourd'hui, grâce aux neurosciences, que c'est important de faire visualiser le résultat à un client parce que à partir du moment où il l'a vu, il sait que c'est possible, ça va le marquer de façon très, très importante. Et ensuite, à partir du moment où on lui a montré cet idéal, on est allé avec lui le voir, eh bien, on construit effectivement ce success plan, ce rétro-planning, cet ensemble d'étapes qui va séparer le client et la date d'aujourd'hui de la jouissance du bien, du service ou du produit qu'il voulait acheter. Et donc voilà, fondamentalement, c'est ça. Alors qu'on ait un format un peu plus ludique, genre DeLorean, ou qu'on parle effectivement de mutual agreement ou de mutual success plan, pourquoi pas. Mais c'est vraiment ça l'idée, c'est de se départir de ce que je vais appeler la vente transactionnelle, qui ne vise qu'à réaliser mon chiffre, voilà, pour se placer dans une vente plus relationnelle qui vise à faire du bien à nos clients, quoi, à les amener à l'endroit où ils veulent aller. Ouais, exactement. Alors du coup, là, on a vu, si je récapitule, on a vu, par exemple, l'importance d'avoir une attitude de closer, donc always be closing, si on reprend là aussi un terme américain. Les questions fermées, ne pas les négliger pour passer à chaque fois à l'étape suivante et engager son client. L'importance fondamentale on a compris, d'avoir un plan commun pour aboutir à la vente, mais surtout au succès de son client. Voilà. Est-ce que tu vois d'autres éléments à ne pas négliger ou en tout cas à avoir conscience quand on veut closer ou mieux closer ses ventes? Est-ce qu'il y a d'autres choses avant qu'on parle peut-être de pourquoi les acheteurs ont des résistances, pourquoi un client un client peut nous ghoster, etc. Alors, en fait, au niveau du closing, il faut comprendre que le closing, il est un peu caché partout dans le parcours. C'est un peu la chasse aux œufs de Pâques. Si tu commences à avoir une vente en termes de closing, tu vois qu'il y a des opportunités pour closer tout le temps. Je vais même aller plus loin. Il y a même des étapes, on pense, qui sont vierges de closing, qui en fait en sont pleins. Par exemple, la préparation d'un rendez-vous commercial. On peut se dire, j'ai pas le client en face, je vais lui envoyer des éléments de préparation, date, heure, lieu, etc. Mais je peux pas closer le client. Grosse erreur. En fait, dans une préparation de rendez-vous, tu closes déjà. Si, par exemple, tu engages ton client à travailler en amont pour lui-même préparer le rendez-vous, si tu lui demandes, par exemple, de réunir ses factures ou de faire une analyse ou de déjà se projeter, s'il veut acheter, je ne sais pas moi, une cuisine ou une salle de bain, de déjà avoir été chercher sur Internet des images de choses qui lui plaisent, d'avoir créé un mood board. Et ben en fait, tout ça, mine de rien, sont des éléments de closing. Pourquoi ? Parce que tu le fais travailler. Donc, tu engages son biais non seulement de cohérence, il a déjà fait un peu de boulot, donc il va envie d'avancer, mais en plus, son biais d'aversion pour la perte, il a fait du boulot et il n'a pas envie que ce boulot ait servi à rien. De même, tu peux aussi déjà closer quand tu vas faire accepter les conditions du rendez-vous. Tu peux dire à un client, voilà, chez nous, voilà comment ça se passe. On a un premier rendez-vous chez vous, un deuxième rendez-vous au magasin, et à l'issue de ça, on définit un plan d'action. Est-ce que vous êtes d'accord ? Mine de rien, quand tu poses ces jalons-là, tu closes en fait. Et les gens qui auraient déjà une résistance à ce stade, c'est très intéressant aussi de les confronter tout de suite et éventuellement, s'ils sont trop résistants parce qu'ils sont dans une phase trop amont du projet, leur dire écoutez, on ne va peut-être pas passer tout de suite au rendez-vous d'abord, je me permettrai de peut-être vous rappeler à un moment donné où votre projet sera plus mûr, où vous n'avez peut-être pas besoin de me rencontrer, je vais vous envoyer des éléments qui vont vous suffire. Et tu vois, il y a une différence. Les closers, en fait, ils vont tout le temps écrémer sur la motivation du client, ils vont réduire petit à petit le flux des clients qui vont s'engager, alors que ceux qui tentent juste de faire une conclusion, ils vont tout prendre.
Et puis au pied du mur, ils vont produire énormément d'efforts, énormément de devis pour un faible taux de conclusion. Et donc voilà, à chaque étape, moi, je confronte le client sur sa volonté d'aller un tout petit peu plus loin. Dans le démarrage d'un entretien, que ce soit en visioconférence, au téléphone ou en vrai, y a plein d'éléments de closing. Quand évidemment tu brises la glace, tu crées du rapport de sympathie avec ton client, c'est une évidence. Mais quand tu prends le contrôle sur le rendez-vous, en disant tiens Alexandre, voilà comment je pense qu'on va travailler ensemble si vous êtes d'accord. Dans un premier temps, je vais essayer de bien comprendre votre besoin. Je ne vais pas parler de mon produit, je vais surtout essayer de comprendre ce qui vous amène à vouloir changer et à vouloir avancer sur ce service. Dans un deuxième temps, je vais récapituler pour voir si j'ai tous les éléments nécessaires à vous construire une proposition. Et le cas échéant, si j'ai quelque chose pour vous, dans un troisième temps, je ferai la meilleure proposition pour vous orienter vers le meilleur produit. Est-ce que ça vous convient? Eh bien, tu viens de faire un truc doublement merveilleux. D'abord, tu viens de closer tout ton entretien. Ça veut dire que le cerveau du client ne se débat plus à savoir ce qui va se passer par la suite. Il est pris en main par un professionnel. Mais c'est de nouveau des options de closing. Dans ta phase de découverte, chaque fois que le client va laisser tomber un élément important, eh bien, les très bons closers, qu'est-ce qu'ils font? Même s'ils posent des questions ouvertes, quand ils voient un élément super important tomber, ils s'en saisissent en disant « Tiens, Alexandre, vous venez de me dire ça. Est-ce que ça, c'est un des éléments clés de votre décision ?» Tu vois, c'est une question de validation fermée en plein milieu d'une phase de décision. Mais effectivement, si le client dit « Ah oui, oui, ça, c'est un des éléments les plus importants », ils valident. Et ils peuvent rajouter, si on trouve une réponse à ça, est-ce qu'on a de bonnes chances de faire affaire ensemble? J'ai encore rien proposé, mais rien que dans ma capacité à faire une écoute active et assertive, je close. Évidemment, après ma phase de reformulation-validation, qui est un truc de closing, tu peux avoir d'autres façons de closer. Par exemple, une fois que je t'aurais bien récapitulé tous tes besoins et tout ce que j'en ai compris, et que je te dis, d'accord, dans tout ce que vous m'avez dit, cher Alexandre, c'est quoi les 3 points les plus importants? Et je voudrais que vous me placiez le premier, le deuxième et le troisième. Voilà. Et si on répond à ces 3 points, ou au moins à 2 de ces 3 points, est-ce qu'on avance ensemble? De nouveau, tu vois, c'est des questions fermées, mais qui permettent à quelqu'un soit de s'engager, soit de te montrer une réticence. Et cette réticence, elle est très intéressante à travailler tout de suite, plutôt que d'attendre d'être effectivement au pied du mur de la clôture pour pouvoir avancer. Dans la gestion des objections, pareil. Quand tu avais un très bon épisode sur la gestion des objections, tu as des gens qui sont stratèges. Tu leur amènes une objection, ils savent très bien qu'ils peuvent la résoudre, parce qu'ils savent très bien que, par exemple, ils peuvent la vider de son contenu, parce qu'ils peuvent amener le budget à ce que tu souhaites, ou qu'ils peuvent te permettre de payer 3 fois sans frais, et ainsi de suite. Mais avant de te proposer ça, de façon stratégique, ils te font le coup du berger. Ils te disent, Alexandre, j'entends bien la disponibilité de cash aujourd'hui, c'est un problème pour vous. Si je vous trouve une solution à ce problème-là, est-ce qu'on peut faire affaire ensemble? Et donc, si tu me dis oui, j'ai déjà pré-closé. Tu vois, c'est ça en fait. C'est cette espèce de volonté de tout le temps, en cohérence, faire avancer le client d'une étape, d'une étape, d'une étape, d'une étape et encore d'une étape, jusqu'à arriver à finalement une conclusion très harmonieuse. Parce que, je veux dire, il y aura même plus de questions. On a tellement déjà avancé et on a tellement fermé d'étapes et de verrous derrière que la suite, elle est toute écrite. Et si en plus, pendant tout ce temps-là, la focale que je mets, c'est pas te faire signer un contrat, mais c'est épaule contre épaule avec toi, regarder le futur qu'on va construire ensemble par rapport à la réalisation de ton projet, eh bien, il n'y a pas de raison que tu aies une résistance outre mesure. Ouais. Alors là, c'est vrai qu'on peut renvoyer effectivement à l'épisode sur les objections où on a vu que avoir une objection, c'est plutôt positif parce que ça te permet d'y répondre. Parce que laisser effectivement ton prospect partir avec des objections non dites, c'est un problème. Et également les épisodes qui ont été faits sur les rendez-vous de découverte où on voit bien que si tu mènes bien ton rendez-vous découverte et que tu poses bien les enjeux enfin, où tu comprends les enjeux de ton client, le closing sera beaucoup plus facile. J'ai envie de te dire un truc aujourd'hui. On est d'accord qu'on est passé de la vente traditionnelle au spin et puis du spin à l'insight. Et c'est vraiment important pour moi de faire comprendre aux gens que la phase de découverte, c'est pas toi qui dois découvrir les besoins du client. C'est le client qui doit faire la découverte de ses propres besoins. Ouais. C'est ça qui est merveilleux aussi, c'est-à-dire que quand tu parles d'inside selling de Dixon, si on doit résumer ça, c'est arriver à tellement bien faire intervenir le client et lui proposer des prises de conscience, des recadrages, qu'à un moment donné, le client lui-même comprend mieux ses propres besoins. Et là, tu as tout gagné si tu arrives à faire ça. Il y a un côté maïotique, hein, il y a un côté faire accoucher les gens de leurs besoins. La vente aujourd'hui, c'est plus répondre à une demande. Tout répond à une demande.
Si je dis les mots magiques à mon ordinateur suivis d'un nom type Siri ou Alexa, tu sais très bien que je peux demander tout ce que je veux, je peux me faire livrer, je peux tout trouver. Donc c'est plus l'enjeu. Et c'est pour ça que je passe mon temps à dire qu'aujourd'hui le vendeur 2020 et plus tard, il doit développer 2 talents qui sont pour moi un vrai talent de psy d'un côté. Quand je dis psy, c'est pas juste l'écoute et dire je comprends. Un vrai talent de psy, c'est quelqu'un qui va te faire tellement parler avec des questions tellement judicieuses que tu vas amener toi-même en tant que client à ton propre conscient des choses que tu n'avais pas réalisées. Et tu vas finir par faire émerger de ton inconscient des besoins qui vont à ce moment-là se transformer en demandes, mais que personne n'aura encore détecté puisque tu n'avais pas encore conscience de les avoir. Ça, c'est le rôle du psy. Et donc, du coup, des questions puissantes, de la confrontation, une attitude bienveillante qui te permet de dégager de la confiance, et ça, c'est génial. Mais après, l'autre posture qu'il faut développer chez les commerciaux, et c'est ça qui est le plus difficile, et notamment dans le closing, c'est l'attitude de coach. La différence entre un psy et un coach, c'est que le psy, il vise à ce que tu te comprennes, voire même à ce que tu t'acceptes, voilà, à ce que tu comprennes mieux tes enjeux, tes problématiques. Le rôle du coach, c'est de te faire avancer. Donc, à partir du moment où le psy a fini un peu son boulot, d'arriver à extraire de toi tes vrais désirs, tes vrais besoins et les transformer finalement en demande, bah, le coach, il va les transformer en objectifs en disant, OK, d'accord, mais pour obtenir ça, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi le plan d'action? Et je ne peux pas te laisser aller contre toi. Tout le rôle du coaching, c'est lutter contre ton envie de procrastiner, de pas avancer, de le faire plus tard, pour te permettre d'aller faire ces petits efforts-là, de te soutenir et de te faire avancer jusqu'au résultat final. Et donc, tu vois, un bon vendeur, pour moi, un bon commercial, c'est quelqu'un qui a ce double talent d'être psy quand il faut être dans des phases de compréhension, d'écoute des besoins, et ils vont être à 2 endroits très stratégiques, c'est la découverte de besoins et la gestion de l'objection. Comme l'a dit Alain avant, le vrai talent d'un commercial dans la phase d'objection, c'est d'abord savoir creuser et comprendre. Et moi, j'arrête pas de dire qu'une objection, c'est une vente dans la vente, parce que tu dois d'abord recréer de la confiance, et puis la compréhension, pour après créer de la conviction. Et effectivement, les phases de coach, c'est tout le reste du processus. C'est bien préparé, c'est bien argumenté pour susciter la mobilisation, l'envie, la motivation. Et puis, c'est amené à dépasser les objections. Et puis, c'est amené à s'engager vers une action concrète. C'est ça, en fait, le vrai talent d'un sales aujourd'hui. Ouais, alors c'est marrant parce que tu mets des mots. J'avais vu une étude, on va sans doute en parler dans un autre épisode de podcast bientôt, sur ce que des Américains ont appelé le Challenger Sales. Ouais. Donc, si tu en as entendu parler, c'est une étude sur en gros, les commerciaux qui ont été performants pendant la crise de 2008, la crise des subprimes. Ouais. Alors que ce que tu dis, c'est Dixon. C'est Challenger Sales, c'est Inside Selling, c'est la oui. même veine. Le Challenger Sales, Et c'est Dixon sur effectivement les commerciaux les plus performants sont ceux qui provoquent des prises de conscience fortes chez les clients. c'est Ils ont ça. une compréhension de leurs besoins. Ouais. Et ce que tu dis par l'attitude du coach ou aussi l'attitude du psy, ça revient aussi à ce que disent le Challenger Sales, c'est-à-dire à un moment donné, tu révèles à ton client aussi euh, là où il peut progresser sur son secteur en lui donnant de la data, du conseil. Et là, quand tu arrives à ça, forcément, le closing est facilité là aussi. Mais en plus, tu marques un point essentiel quand tu arrives à faire ça parce que tu déclenches quelque chose dans le cerveau qui est juste génial, qui est le aha moment. Tu vois, le moment eureka, l'épiphanie, le moment où ton franc tombe, le moment où ton œil s'allume, le moment où le client te regarde en disant putain, je l'avais pas vu comme ça. Et quand tu réussis, on a tous des aha moments comme ça. Tu regardes, je vais pas faire de spoil, je vais pas faire de divulgachage, mais quand tu regardes The Usual Suspect et qu'à la fin tu comprends, tu as un moment qui ne quittera jamais parce que tout le monde se souvient de cette scène, tu vois, comme tout le monde se souvient d'une scène de révélation, comme c'est un truc qu'on kiffe dans les séries, les films. Eh bien en fait tu peux faire ça en vente à partir du moment où toi tu vois où le client se dirige mais qu'il n'a pas encore compris et que tu vas l'amener à un niveau de compréhension différent sur son problème. Sans pour autant amener la solution, mais c'est juste la compréhension des choses que tu provoques chez lui. Là, tu as fait un superbe travail, mais qui a nécessité effectivement un grand talent de psy et parfois un grand talent de coach parce que tu dois le faire avancer et bouger jusqu'à ce que son franc tombe. Ouais, exactement. Je voulais, avant de passer aux questions de la fin, je voulais aborder avec toi aussi les moments que tous les commerciaux connaissent quand tu as un potentiel client, un prospect, qui soit te dit je vais réfléchir et là tu sais que ta vente est mal partie, ou ce qui arrive de plus en plus aujourd'hui, c'est quand ton client te ghost, c'est-à-dire te dit, ne te donne pas de nom, mais ne te donne pas de oui, et par contre, après, tu n'arrives plus à l'avoir par téléphone ou par visio. Ouais. Euh,
Est-ce que tu peux aborder un peu ce sujet, Ah, il y a- pourquoi ça arrive et surtout qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça arrive de moins en moins, quoi. Alors, pourquoi ça arrive après, cas par cas, tu peux toujours trouver des raisons Oui. pour lesquelles ça arrive. Mais il faut bien comprendre un truc, c'est que émotionnellement, pour le client, quelle que soit la chose qu'il achète d'ailleurs, acheter, c'est un acte lourd, hein. Acheter, c'est un achat dans la tête de n'importe quel acheteur, qu'il soit B2B, B2C, c'est d'abord, émotionnellement parlant, une perte certaine d'argent contre Ouais. un gain incertain ultérieur. Et comme notre cerveau est irrémédiablement biaisé par le biais d'aversion pour la perte, qui nous a d'ailleurs sauvé la vie pendant des millénaires, on va toujours prioriser la perte immédiate, qui nous est très désagréable, et donc l'engagement est une perte parce que c'est une perte de liberté. Donc c'est très compliqué. Donc évidemment, la tension émotionnelle monte jusque près de la conclusion, et c'est au moment où on va devoir s'engager que tout le monde hésite. Et donc le client, à un moment donné, il est dans une bulle d'hésitation, dont le produit à moitié conscient va souvent être je dois réfléchir, on va regarder ça ensemble, on verra plus tard, parce que lui veut faire descendre cette tension. D'accord. Il a le côté évitement de la douleur, qui est un moteur chez tout le monde, qui dit je n'ai pas envie d'aller faire cette tension, elle m'est désagréable, je veux la fuir. Et donc, ce que le cerveau va produire à ce moment-là, c'est laissez-moi du temps, laissez-moi réfléchir, et ainsi de suite. Mais c'est contre-productif. Parce que on est bien d'accord que c'est pas parce qu'il sera sorti de cette tension qu'il va faire avancer son projet. Voire même, il va peut-être le compliquer en ne battant pas le fer tant qu'il est chaud. Le nombre de gens qui perdent un temps colossal à ne pas décider parce qu'il y a une brève hésitation, qu'ils hésitent à passer au next step, tu leur fais perdre un capital qui est le plus précieux au monde. Je suis désolé, le pognon, ça se trouve, ça se renouvelle. Le seul capital que les gens n'ont pas en renouvellement, c'est du temps. Et donc, je suis désolé, mais voilà, si aujourd'hui tu en es à réfléchir à acheter un stock d'imprimantes, effectivement, tu vas encore dépenser combien de précieuses secondes ou minutes de ta vie à devoir réfléchir à ça plutôt qu'à avancer pour des choses qui sont signifiantes. Laisse-moi te faire du. Je vais faire. J'ai l'impression que tu t'es cassé la figure derrière. Ouais, j'ai fait tomber mon stylo. Ah, bon, un gros stylo quand même. Ouais. Je suis sur un bureau debout, donc quand ça tombe de haut. Ouais. Oh, ouais, d'accord, ok. Donc voilà, donc faire gagner du temps à son client, c'est lui rendre service. Mais il y a un truc qu'il faut comprendre, c'est que forcément, par la force de la sidération, son réflexe va être de dire je vais réfléchir. Il ne sait même pas en général à quoi. Et donc, notre rôle en tant que commercial, coach à ce moment-là, c'est de faire sortir de sa bulle, de sa zone de sidération, de faire sortir un peu de sa zone de confort. Et il faut bien comprendre que à ce moment-là, le vendeur lui-même, il est enfermé dans une propre bulle émotionnelle. Lui-même, il est en train de se dire bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu, on va y arriver. Est-ce que j'ose pousser? Et il a peur de casser la relation. Il a peur de perdre le temps qu'il a investi. Il a peur il a peur de recevoir un non. Il a peur du rejet, évidemment, qui est une des plus grosses peurs que l'être humain peut avoir depuis la nuit des temps. Et lui-même est dans cette propre bulle émotionnelle. Alors, quand tu les vois tous les deux et que tu les observes à un rendez-vous, c'est mignon parce que tu les vois tous les deux coincés dans leur bulle. Il y a un silence et il y en a un des deux qui doit le briser, quoi. Et donc, je dis aux commerciaux, pétez votre propre bulle émotionnelle pour aller sortir le client de la sienne, c'est tout ce qu'il attend, en fait. Il y a une énorme part de lui qui attend ça. Mais si vous ne le faites pas, évidemment, le premier qui va parler, c'est le client qui va vous dire, c'est bien, vous m'envoyez un devis. Et là, le commercial va dire, ah oui, bonne idée, tiens, parce que lui aussi a envie de faire diminuer sa tension. Tu vois, lui aussi, il a envie de fuir ce moment qui est douloureux. Et donc, il va dire, ah oui, bonne idée, c'est bon deal, je vous envoie une propale. Et là, effectivement, tu laisses toutes les latitudes du monde pour faire descendre la tension émotionnelle, descendre l'intérêt. Ça devient un projet froid qu'il faut réfléchir, qui va terminer en bas d'une pile. Et effectivement, avec même le risque de te faire ghoster. Donc non, il y a un moment donné, faut sortir de sa sidération. J'aime bien la phrase de Mohamed Ali qui, quand on l'interviewe en lui demandant combien de pompes et d'abdos il fait tous les jours pour rester en super forme, il répond « Je ne sais pas vraiment parce que je ne commence à les compter que quand elles sont douloureuses ». Et c'est une phrase qui est géniale parce que le mec, il te dit il n'y a que quand ça commence à devenir un peu douloureux que ça devient du sport, tu vois. Il n'y a que quand ça commence à devenir un peu douloureux que tu as du résultat. No pain, no gain. Et donc effectivement, c'est à ce moment-là, c'est au moment où tu flippes en disant « Mon Dieu, est-ce que je vais oser pousser un peu mon client ?» que ça devient intéressant et qu'il faut le faire. Et donc, beaucoup de commerciaux aujourd'hui, ils se retrouvent à envoyer de la propale, à envoyer du devis, parce qu'ils n'ont pas osé proposer ce moment-là. Et tu te rends compte qu'en fait, le risque, il est minime. La plupart du temps, les clients disent « Ah oui, vous avez raison, allez, tiens, on y va, go, comme ça, c'est fait. » Parce que j'ai un commercial qui va réussir à soutenir ça. Et si jamais ils doivent vraiment réfléchir, alors à ce moment-là, on va appliquer deux, trois petites techniques pour essayer de circonscrire la chose à laquelle ils doivent réfléchir. Et là, tu as des matrices
qui sont très simples. Tu dis, OK, d'accord, Alexandre, j'entends bien, vous devez réfléchir. Moi, quand j'entends réfléchir, j'entends souvent, il n'y a pas d'intérêt vraiment pour ma proposition. Est-ce que c'est ça? Alors là, de deux choses l'une, tu as un type qui dit non, il n'y a pas vraiment d'intérêt pour votre proposition. Et là, on va faire sortir la vraie objection qui est ça ne me convient pas, ça ne m'intéresse pas, c'est trop cher. Et là, on va retourner sur l'épisode précédent et on va trouver des façons de lever ça. Ou alors, j'ai des gens qui me disent non, 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 je dois vraiment réfléchir. Et à ce moment-là, tu as une deuxième grille en disant écoutez, si vous devez vraiment réfléchir, alors à ce moment-là, il peut y avoir trois choses. Ça peut être à propos du produit ou du service que je vous ai proposé, qui ne vous convient pas ou qui vous pose encore question. Et là, à ce moment-là, dites-moi ce qui vous tracasse. Ou alors, c'est à propos de moi, de mon entreprise ou de la personne que je représente. J'ai pas réussi à vous donner confiance et il y a un doute vis-à-vis de moi. Ou alors, c'est une question de prix. Voilà, prix, produit, personne, les 3 P. Et puis, bah, effectivement, tu vois ce qui tombe, mais tu lâches pas ton client. Et puis, de façon ultime, tu lui dis, écoutez, moi, je suis pas en train de vous pousser dans mon intérêt, je suis en train de vous pousser dans votre intérêt. Du temps, vous en avez pas. Visiblement, vous voulez effectuer ce changement, vous voulez aller vers cette solution. Moi, je veux pas laisser ma place à quelqu'un d'autre, je veux que ce soit moi parce que j'ai envie de vous faire avancer. Et faites-moi confiance, ça va bien se passer. Et la chose la plus importante à ce moment-là, c'est d'être capable de marcher sur l'eau, d'avoir une foi tellement forte dans la valeur que je peux t'apporter au bout de compte, dans le succès auquel je peux t'amener, que je peux te mettre la main sur l'épaule en disant tu vas voir Alexandre, ça va bien se passer. T'inquiète, on va dépasser ça. Et déjà dans 20 minutes, quand tu auras décidé et que tu te seras engagé, qu'on aura fait le success plan, tu vas te sentir vachement mieux. Dans 2 jours, tu vas te sentir euphorique. Dans 2 mois, tu vas me remercier, ce sera formidable. Et là, effectivement, si tu n'as pas cette niaque, si tu n'as pas cette foi, si tu n'as pas cette conviction ultime que tu vas aider ton client à passer le next step, eh bien, effectivement, c'est toujours plus difficile. Mais encore une fois, ça se travaille au niveau émotionnel. Cette conviction-là, elle est malheureusement assez encore peu cultivée dans les équipes. Et moi, je passe mon temps à dire que la première qualité d'un bon commercial, c'est que c'est un mec qui a la foi, quoi. Et cette foi, elle se cultive. C'est le rôle des organisations commerciales d'arriver à cultiver la foi chez les gens plutôt que de simplement leur demander d'appliquer des techniques et de ramener des KPI. Ouais, finalement, tu as dit avoir la foi, oser, c'est un peu le vocabulaire du pape, ça. Ouais, mais écoute, oui, mais il faut oser closer. C'est ça. Voilà, si tu n'oses pas closer, si t'oses pas closer, tu laisses ta place au suivant. Euh, Ouais, en fait, j'ai c'est j'ai un comme slide avec ton comme ça, exemple. j'ai un slide Pardon. comme ça qui dit si vous les laissez partir, vous les laissez tomber. D'accord? Si tu le laisses partir, tu le laisses tomber. Et en plus, non seulement c'est un manque de respect pour lui, parce que tu aurais pu l'aider et tu vas passer la main, mais c'est un manque de respect pour toi. Je veux dire, tu as investi du temps, de l'énergie, tu as envie de le faire avancer, tu t'es déplacé, tu as analysé et tout. Quelle est la valeur de ton temps aussi, tu vois? Donc, c'est fondamentalement dans la vente, c'est mon triptyque. Je suis en train d'essayer de moi-même d'accoucher de ça en forme de bouquin, mais j'arrête pas de dire, c'est pas compliqué. Il faut aimer ce que vous vendez, aimer les gens auxquels vous le vendez et vous aimer vous-même. Si vous avez les 3 pôles, ça va bien se passer. Parce que vous aurez tout l'appareil nécessaire, émotionnellement parlant, pour non seulement faire aboutir les ventes, pour appliquer de la technique, vous appellerez même plus ça de la technique. Vous ferez ça de façon régulière. Par contre, s'il y a un des 3 pôles qui déconne, vous allez voir que ça va être très difficile de faire aboutir vos ventes. Parce qu'à un moment donné, vous Ouais. êtes rattrapé par des croyances négatives, tout le temps. Donc là, effectivement, on a parlé plutôt du pôle aimez-vous, c'est-à-dire peut-être enlever les barrières mentales pour oser closer. Donc c'est un peu l'exemple de Mohamed Ali, hein. C'est vrai que dans plein de disciplines, on se dit, bon, je vais faire par exemple 15 pompes et on se limite à 15 pompes, on en fait un peu moins, alors que si tu comptes pas, tes barrières mentales s'envolent et tu vas beaucoup plus loin, tu es beaucoup plus performant. C'est un peu la même chose dans la vente. T'as peur de te prendre un nom, donc tu ne poses pas les questions fermées dont on parlait au début, et du coup, tu ne prends jamais le nom, mais tu conclus jamais. Tu ne te prends pas le oui non plus. Voilà. Oui, c'est ça. Donc voilà, effectivement, c'est ça la merveille de la procrastination, du closing et de la conclusion, c'est qu'effectivement, tu vois, il y a plein de gens qui n'entreprennent pas des choses, comme ça au moins ils peuvent pas rater, tu vois. Donc finalement, le silence de mon client, c'est pas vraiment un refus, c'est pas vraiment un rejet, hein. Donc effectivement, quelque part, alors, encore une fois, on est dans l'émotion, on n'est absolument pas dans le rationnel, mais quelque part ça m'arrange parce que j'ai évité la peur de ce rejet-là. Mais la réalité, c'est que se placer sur le long terme, ça dégrade ton image de toi, ça va pas t'amener de bons résultats. Et justement, au contraire, tu as besoin de cultiver une bonne image de toi parce qu'à un moment donné, tu vas aider le client à mieux te choisir, aider le client à avancer, et c'est ça dont tu seras fier à la base.
Et donc ça, effectivement, tu vas voir tout de suite les vendeurs un peu pissenlits qui vont balancer plein de propales et qui, sur le grand nombre, vont en closer, enfin vont en conclure certaines parce qu'il y a des moments où ils tomberont bien dans le bon schéma au bon moment et que ça va correspondre aux besoins. Mais pour moi, ça, c'est pas de la vente. Pour un pissenlit, c'est pas un vendeur. C'est juste un mec qui envoie beaucoup de graines à tous les vents, tu vois. Mais un bon vendeur, par contre, c'est celui qui va amener son client à s'engager de façon douce, bienveillante, mais ferme, jusqu'à ce qu'il obtienne ce qu'ils voulaient tous les deux, qui est le succès du client. Et ça, bah, ce succès-là, ça a une valeur, ça vaut de l'argent, ça vaut du chiffre d'affaires et tout le monde est heureux, quoi. Mais voilà, pour moi c'est ça le principal. Et effectivement, quand on te ghost, bah, ça devient difficile parce que là, tu recommences à battre un fer qui est froid. Alors la première chose qu'il faut se dire, c'est que c'est pas contre vous. La majeure partie du temps, on s'attribue soi-même, tu vois, on se flagelle en disant le mec veut plus me parler. En fait, t'en sais rien. Il est peut-être juste débordé, il a peut-être des priorités complètement dingues. Et donc, faut arrêter d'en vouloir aux gens qui vous ghostent. De nouveau, il faut essayer de réveiller la partie sympa du client qui a envie de bosser avec vous. Et donc, moi, une de mes tactiques favorites, c'est ne pas prendre ombrage du truc et dire, par exemple, Alexandre, c'est un de mes trucs favoris, mais ça marche assez fréquemment. J'ai dit, Alexandre, je sais ce qui se passe. Vous ne me répondez pas, je vous ai envoyé des mails, je vous ai passé des appels, je sais très bien ce qui se passe. Vous êtes un mec sympa et vous n'avez pas envie de me causer de la tristesse, vous n'avez pas envie de me faire de peine pour me dire qu'en fait, on ne va pas travailler ensemble. Et c'est ça que vous êtes en train de procrastiner. Et j'ai dit, vous savez quoi, non seulement vous avez le droit de me le dire, vous avez le devoir de me le dire, mais en plus, si vous me le dites, je pourrai comprendre pourquoi ça n'a pas été, ce sera profitable à d'autres clients. Mais je vous en veux pas. Je comprends très bien que en tant que mec sympa, on a eu un très bon rapport, t'es pas envie de me faire de peine. Et là, en général, tu vas voir que les gens te reviennent parce que tu les déculpabilises. Ils se disent plus merde, je dois encore reprendre contact avec lui. Ils disent non, pas du tout, j'ai rien contre toi. Effectivement, je suis pas un mauvais bougre, mais c'est juste un empilage de priorités. Et on se refixe une nouvelle date et on est reparti, quoi. Mais vraiment arriver de nouveau à pratiquer de la bienveillance et de la foi dans l'autre et de se dire que c'est pas un méchant qui vous répond pas parce qu'il vous ghost. Rien que dans le terme ghoster, tu vois, il y a un truc violent en fait. Il te ghoste pas en Ouais. fait, le mec. Il est juste passé sur d'autres trucs. Et donc, si tu es bienveillant et que tu lui dis, je sais ce qui se passe, t'es blindé de temps, t'es débordé, le projet, il est tombé en priorité -12, et t'as pas envie de m'appeler pour me dire, on est plutôt froid là-dessus, on va pas le faire, je comprends, mais au moins dites-le moi, bah, tu reprends un contact bienveillant, quoi, et tu peux poursuivre les discussions. Mais il faut pas oublier un truc, si à un moment donné, on est dans position de se faire ghoster, c'est qu'on a lâché la balle. C'est qu'à un moment donné, on a mis le ballon dans les pieds de notre client et que c'est lui qui est en train de jouer avec. C'est pas normal. On devrait nous-mêmes, de toute façon, avoir défini des étapes qui font que c'est toujours à nous de contrôler un peu le processus et donc de contrôler le ballon pour pouvoir faire en sorte que on puisse faire avancer les choses nous-mêmes. Ça, c'est notre taf aussi. Très bien. Très bien. Écoute, Laurent, bah, merci pour ça. On va passer aux questions de la fin, si tu veux bien, parce que sinon, on Ouais, va exploser le délai du podcast. c'est normal, c'est moi, Euh, désolé. Avant de clôturer ce sujet du closing, est-ce que tu veux ajouter quelque chose là-dessus? Non, On a été complet? conclure, non. Non, mais voilà, osez les gars, osez, c'est tout. Au dernier moment, voilà, dites-vous que non seulement c'est normal, sortez de votre zone de confort. On ne peut pas prétendre faire sortir un client de sa zone de confort si on n'est pas d'abord sorti de sa propre zone de confort soi-même. Voilà, ça c'est mon message clé pour la journée. Ok, très bien. Très bien. Bah, écoute, je vais te poser les questions que je pose à tous les invités. Alors, je sais que tu crées beaucoup de contenu autour de la vente. Hmm. Donc, je vous invite d'ailleurs à consulter le contenu de Laurent hein, sur YouTube, notamment tes vidéos Dr. Sales. Ah, vous tapez hashtag Dr. Sales, DR Sales, et vous tomberez aussi bien sur LinkedIn que sur YouTube, sur tout ce que je fais en chouette collaboration d'ailleurs avec Canal Z et le Cercle de Wallonie qui me donne la possibilité d'enregistrer ces émissions et c'est vraiment top. Ouais, exactement. Les vidéos sont vraiment bien tournées. Enfin, elles sont vraiment super. Et est-ce que toi, par contre, est-ce que tu as du contenu à proposer au-delà de Dr. Sales? Est-ce que tu as d'autres contenus à conseiller sur la vente? Alors, en bouquin, il y en a une pléthore, et comme je ne sais pas ce que Ouais. tous tes invités ont déjà recommandé, je ne vais pas revenir sur les classiques. Mais moi, je conseille vraiment d'aller plutôt investiguer dans les livres. J'ai fait 3 ans de formation en thérapie, et vraiment tous les livres sur, notamment les livres de Carl Rogers, sur la congruence, sur la formation de l'individu, sont super intéressants. Il y a plein de livres dans le domaine plutôt effectivement de la thérapie, de la psychologie, sur les conduites d'entretien qui sont super intéressantes à prendre. Il y a dans cette littérature-là des choses absolument géniales à aller chercher que je ne peux que recommander. Et puis, et ça c'est mon côté totalement bisounours qui parle, mais j'y crois, tu n'as même pas idée.
que tous les vendeurs du monde relisent Le Petit Prince, parce qu'en fait, Le Petit Prince de Saint-Exupéry, c'est le meilleur vendeur du monde. Il passe son temps à poser des questions ouvertes, il passe son temps à être naïf et candide et à avoir l'air de rien comprendre à rien, mais en fait, il comprend énormément de choses. Et en fait, finalement, il pilote tout le bouquin. Il est, voilà. Et rien que la scène de l'apprivoisement du renard, c'est juste une ode à la prospection douce, respectueuse, lente et bienveillante. Si vous pouvez relire cette scène du Petit Prince et du Renard avec les yeux d'un prospecteur bienveillant, bah, vous allez trouver en fait exactement les meilleures techniques de vente qu'on peut vous recommander. Ouais, c'est vrai que les classiques, souvent, tu peux relire tous les classiques, tu trouves énormément de choses qui finalement sont repris dans tous les bouquins d'aujourd'hui. Ouais. Ouais, mais je préférais que des gens lisent plus souvent Le Petit Prince que Sun Tzu, l'art de la guerre, ou Van Clausewitz. Tu vois, j'ai tellement envie de montrer que la vente, c'est pas un truc que tu fais contre l'autre. Tu sais, que la Ouais. vente, en fait, on passe son temps à dire la vente, on est les ancêtres des chasseurs qui ramenaient les proies. C'est des conneries. Les vendeurs sont pas des chasseurs. Les vendeurs, c'est des innovateurs, en fait. C'est des gens qui ont réussi à te convaincre de changer d'avis ou de comportement en te faisant adopter de nouvelles pratiques ou de nouveaux produits. T'imagines la force Exact. de persuasion que le premier hominidé qui a eu l'idée de faire griller de la viande a dû faire par rapport aux autres pour les convaincre de le faire. Tu as chassé toute la journée, tu as ramené un bestiau, tu es prêt à le manger, tu es crevé. Il y a quelqu'un qui dit non, 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 on va le mettre sur le feu. Tu vois, ça va être vachement bon. Tu vois, c'est un sacré vendeur. Et donc, pour moi, la vente existait avant l'argent. Mais c'est pas quelque chose que tu fais contre l'autre, c'est quelque chose que tu fais pour l'autre. Parce que quand tu as envie de lui faire découvrir quelque chose, alors tu deviens un vendeur sublime. Ouais, exactement. Est-ce que tu as des outils ou des routines qui t'aident à être efficace au quotidien? Alors ça, c'est mon drame. Je suis monsieur, les routines, c'est super dur pour moi. Heureusement, je suis indépendant et tu vois, je suis un artisan et pas un patron d'entreprise parce que je suis totalement désorganisé. Je peux t'expliquer Ah, comment est-ce qu'il ok. faut organiser un planning commercial, une journée commerciale, mais je suis le type le plus désorganisé du monde. C'est un véritable cauchemar. Aujourd'hui, le truc qui me sauve la vie, c'est Evernote et Trello. Voilà, donc les petites cartes Quand de même. Trello, ça me permet d'arriver à un peu structurer mon activité et mes idées qui germent dans ma tête. Mais voilà, à part Trello, j'ai pas beaucoup d'outils voilà, à vous proposer. C'est déjà pas mal. Ouais. Non, Trello, très très bien. Je veux dire, à partir du moment où vous prenez ça avec un peu de méthode agile, Ouais. on peut faire avancer des projets de plus long terme et arrêter d'oublier les choses. Donc ça, Ouais, c'est important. très bon outil. En plus, version gratuite, tu peux faire beaucoup de choses. Pour la gestion de projet aussi, c'est vraiment très bien. Ouais. Écoute, Laurent, on va finir le podcast sur les deux dernières questions. Est-ce qu'il y a une vente qui t'a marqué dans ta carrière parce qu'elle t'a appris quelque chose? Et ensuite, dernière question, si tu pouvais inviter quelqu'un dans ce podcast, tu donnerais la parole à qui? Alors, j'ai réfléchi à ta question sur une vente qui m'a marqué. C'est difficile. J'ai pas de réponse à ça. Je pourrais. J'ai pas réussi dans les Alors, préparations un peu en sortir une en particulier. Euh, souvent, c'est soit la première, soit la dernière. Écoute, la première vente à ce moment-là, c'est mon premier entretien de prise de fonction de vendeur chez Chronopost, TBC à l'époque en Belgique. Ouais. Alors que mon CV était mince comme du papier à cigarette et que voilà, c'était le premier job auquel je postulais. J'ai le CS manager qui m'a dit, qui m'a posé ces deux questions bateau, mais que je savais pas que c'était des questions bateau à la base. J'avais encore jamais postulé nulle part. Il m'a dit, Monsieur De Smet, est-ce que je peux vous demander quelle est votre plus grande qualité? Et je te jure, du tac au tac, je l'ai vu arriver, je dis, OK, la paresse. Il m'a dit, mais comment ça, la paresse? C'est pas une qualité. La paresse, je dis, si, si, ça m'oblige à être plus rapide que les autres, je comprends plus vite. J'essaie toujours de trouver des chemins plus rapides pour exécuter les choses qui m'emmerdent. Et là, il a été bluffé. Et je savais que je le tenais. Quand la deuxième question, il m'a dit, bon, bah, parlez-moi de votre pire défaut. Alors, je lui ai dit, bah, écoutez, la curiosité. Il m'a dit, mais c'est pas un défaut, la curiosité. Je dis, si, si, dans 3 semaines, vous allez voir, vous en aurez ras-le-bol que je vous pose des questions. Et ce faisant, quand je retraduis ça, je me rends compte qu'en fait, j'ai fait quoi? J'ai fait de l'insight, donc j'ai fait un recadrage, une recompréhension des choses qui l'a marqué durablement. Et puis, avec ma petite question sur la curiosité, j'ai projeté dans un futur où on collaborait déjà. J'avais mon contrat d'après-midi. Euh, donc ouais, c'était une vente quelque part. Si on doit repenser à ça, alors c'était ma première vraie vente. Et quand tu as invité quelqu'un, vraiment, là, je sais pas si tu l'as déjà fait, j'ai pas listé les 70 podcasts que tu as fait, mais il y a un ou deux mecs qu'il faut que tu invites qui sont de la team d'en face.
Je ne sais pas si tu as déjà interviewé Quentin Mirablon. Non, Tu connais? non. Tu vas adorer. Quentin Mirablon, il a une communauté qui s'appelle The Buyer's Life, qui est en fait une communauté d'acheteurs sur LinkedIn. Il y a plus de 20 000 abonnés à sa page. C'est un garçon absolument génial et il est formateur d'acheteurs pro. Ok. Donc lui, alors on travaille gentiment parce qu'on appelle ça du travail, mais c'est même pas du travail, c'est que du bonheur. On travaille ensemble, on fait des échanges, on a fait un petit webinaire tous les deux. On a réuni une petite communauté d'acheteurs et de vendeurs dans un groupe WhatsApp avec lequel on se réunit de temps en temps pour faciliter les échanges entre les acheteurs et les vendeurs, pour un peu sortir de nos positions antagonistes. Et en fait, ça nous a permis de tellement mieux comprendre les acheteurs que tu dois absolument interviewer Quentin Mirablon et Julien Baudet, qui est un des acheteurs super actifs dans cette communauté. Ils ont des choses à dire en fait. C'est fascinant. Les vendeurs doivent beaucoup plus écouter les acheteurs et les acheteurs pros et beaucoup mieux comprendre leurs fonctions dans les entreprises. Ça va beaucoup nous détendre et ça va nous permettre d'être beaucoup plus pertinents en termes de création de valeur parce qu'on se rend compte à les écouter qu'en fait, on a le même objectif de part et d'autre de l'écran, c'est créer un maximum de valeur pour l'entreprise qu'on sert ou pour l'entreprise qui les emploie. Mais écoute, ça tombe bien, je voulais faire effectivement un épisode avec un acheteur, donc Et je ben vais là, le contacter. franchement, Quentin Mirablon, les yeux fermés et tu lui fais une bise de ma part. Ok, super. Ben écoute Laurent, très bien, on a réussi à faire 1 heure d'épisode, tu vois. C'était pas mal niveau timing. Si on veut te contacter, j'imagine sur LinkedIn, tu es assez réactif. Ouais, avec grand plaisir sur LinkedIn ou même sur tout le reste. Je ne fais pas un mystère de mes coordonnées. Vous tapez mon nom ou vous tapez hashtag Dr. Sales, vous allez forcément tomber sur mes coordonnées et c'est avec grand plaisir qu'on poursuit les discussions. Très bien, Laurent. Ben, écoute, on te souhaite de bonnes ventes, un bel été, puisqu'on tourne l'épisode au début de l'été Excellent. 2021, pour ceux qui nous écouteront en 2030. Tu vois, j'anticipe la DeLorean. Génial. Et puis à très bientôt, alors, Laurent, si jamais tu veux repasser dans le podcast pour nous parler d'un autre sujet, tu es le bienvenu. Ah, si tu m'invites, c'est un vrai bonheur. Déjà, merci beaucoup de cette première invitation. Soyez heureux, faites plein de clients heureux et puis que tout aille bien pour vous. À bientôt, Laurent. Salut, Salut. salut. Voilà, si l'épisode vous a plu, vous pouvez soutenir le podcast sur notre page Tipeee ou simplement mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Je reste à votre disposition par mail ou LinkedIn si vous voulez me proposer un épisode sur un thème précis autour de la vente. Et enfin, si vous voulez tester un sprint de coaching de vente à travers notre technologie de vidéo training Vive, contactez-moi sur alexandre@vive.fr. VYFE.